de l'élection des membres consulaires de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso. La convergence d'action pour le renouveau de la CCIBF est montée au créneau hier samedi. Elle exige la réouverture des inscriptions sur les listes électorales. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire au Burkina Faso. Beaucoup d'élèves prendront le chemin d'établissements qui fonctionnent dans l'illégalité. Au Burkina Faso, plus de la moitié des écoles ne respectent pas la réglementation sur la création d'un établissement. Nous irons plus en détail sur ce phénomène avec notre invité, le coordonnateur de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Dans ce journal, nous irons également à la découverte d'un métier particulier entouré de mythes et de croyances. Il s'agit du métier du trader consistant à acheter et à vendre des devises sur le marché financier. Hippolyte Songué est de cet univers si singulier. Il parlera de son métier. Bonsoir, merci de suivre ce 20h de la RTB. La polémique est loin de s'estomper dans le processus de l'élection à la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso. Cette fois, c'est la convergence d'action pour le renouveau de la CCIBF qui donne sa position sur l'organisation de cette élection. Au cours d'une conférence publique organisée hier samedi, elle a exigé la réouverture des inscriptions sur les listes électorales. Plus de précisions avec Maxime Zongo. C'est à la maison du peuple de Ouagadougou que la convergence d'action pour le renouveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a convié les commerçants et autres acteurs du monde des affaires pour livrer sa part de vérité. Pour ces premiers responsables, il n'est pas question d'aller aux élections consulaires dans ces conditions, car, estiment-ils, le processus ne répond pas à leurs aspirations. Le peuple ne veut pas de ces textes. C'est pour ça que nous sommes à la maison du peuple. Nous avons dit clairement que si les répartitions des sièges ne sont pas conformes à la loi et aux statistiques de notre pays, on ne va pas aller aux élections. La convergence exige par conséquent la réouverture des inscriptions et surtout une répartition des sièges en fonction de la taille des régions. 77,7% de ces entreprises-là sont basées au centre, c'est-à-dire au Kadiogo. Et quand on voit la répartition des sièges, on donne au centre 30% des sièges. Voilà pourquoi nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Et en plus de cela, et pour les dépôts de dossiers, ils ont repoussé ça jusqu'au 30. Mais nous avions demandé d'aller jusqu'au 15 septembre pour permettre à tout le monde de pouvoir déposer les dossiers. Autre requête de la convergence, confier l'organisation à une équipe neutre, car pour eux, les employés de la Chambre de commerce, en tant que partie prenante, ne sont pas bien indiqués. Les membres de la pour le renouveau de la Chambre et d'industrie du Burkina estiment que le budget de 400 millions consacré à l'organisation de ces élections consulaires est trop excessif. Cette conférence publique était placée sous le thème « Quelle chambre de commerce pourrait être en phase avec les aspirations du peuple ?» Rendons-nous à présent à Sanaba, dans la province des Banwa, où les routes sont dans un mauvais état. La situation s'est aggravée en cette saison de pluie, occasionnant l'enclavement de la localité. Les populations de Sanaba vivent difficilement cette situation. Elles l'ont exprimé à travers une marche organisée le vendredi dernier. Assami Kabouré et Karim Ouedraogo. Coupée de Bobo Dioulasso et de Dédougou, la province des Banwa est enclavée. Après la manifestation de la population de Solenzo en mars dernier, c'est au tour de celle de Sanaba de hausser le ton pour dénoncer le problème de voirie dans les Banwa. Pancarte en main, la population a marché de la place du marché à la préfecture où elle a remis ses doléances. Parce que si tu veux aller à Dédougou, tu vas nager dans l'eau, tu vas aller à Solenzo, tu vas nager dans l'eau, tu vas aller à Nouna, c'est plus pire. Donc nous n'avons aucune route ici pour joindre la région, pour joindre la province. Il n'y a que 3 semaines de cela. L'ambulance a évacué une dame de Sanaba et l'ambulance est restée dans l'eau de Bagala. Ayez pitié de nous. Le mauvais état de la route nationale numéro 24, surtout en hivernage, constitue un obstacle au développement de la localité. Ces 2 véhicules transportant des vivres se sont embourbés sur l'axe Sanaba-Dédougou. Donc nous demandons simplement au gouvernement de faire pardon, de venir construire en tout cas nos routes, pour que nous puissions en tout cas faire un développement local. Si vous prenez la commune de Sanaba, à 90% ce sont des producteurs. Un producteur qui va produire, pour écouler son produit, il n'y a pas de route. Le préfet a promis de transmettre les doléances au gouvernement et la population attend une réaction rapide.
Direction à présent Bobo Dioulasso pour ouvrir le grand format de cette édition, grand format consacré aux écoles qui ne respectent pas les normes en vigueur au Burkina Faso. Des écoles qui fonctionnent dans l'illégalité, on en dénombre beaucoup dans notre pays. Mais quelles sont les conséquences de l'existence de ces écoles sur la qualité de l'enseignement? Élément de réponse dans ce dossier signé Drissa Traoré et Ali Traoré. Bientôt, les élèves vont reprendre le chemin de l'école et de nos jours, les parents ont le choix des établissements quant à l'inscription de leurs enfants. C'est dire que les écoles inondent la ville de Sia. Cependant, tous les établissements ne respectent pas la réglementation en vigueur. En toute chose, il y a des règles. Et s'il y a des règles, il faut vraiment les respecter. Si nous devons faire toutes les choses parce que ça nous vient à la tête, ce sera du désordre. Le monde, même quand nous le voyons, il est organisé. Et voilà pourquoi la société aussi est organisée par rapport à certaines règles. Et nous devons respecter ces règles-là. Si ces règles ne sont pas respectées, ça sera du désordre. Et dans le désordre, on n'a jamais réussi. À Bobo Dioulasso, comme un peu partout ailleurs au Burkina Faso, le nombre de ces établissements qui échappent au contrôle du ministère en charge des enseignements va croissant. Cette situation inquiète plus d'un. C'est inquiétant par rapport à l'avenir des enfants. Parce que ouvrir les écoles n'importe comment, ça déjà c'est pas bon. C'est pas bon pour l'épanouissement des enfants, pour l'avenir du pays mais aussi. Parce que quoi que tu veux faire, il faut toujours que tu sois en règle. L'impact, ça joue à deux niveaux. Hein. Non seulement si on a des établissements qui existent comme ça, ça suppose qu'il y a des enseignants qu'on prend de n'importe où pour éduquer, pour enseigner des enfants qui ont l'avenir, qui rêvent de devenir quelqu'un demain. Assurer un bon avenir pour les élèves qui s'inscrivent dans ces écoles passe nécessairement par l'implication du ministère. La solution, c'est le gouvernement de prendre ses responsabilités. Voilà. En mettant les règles et puis en sanctionnant ceux qui ne respectent pas les normes. J'aurais souhaité qu'on respecte les règles et que l'État ait un regard suffisant sur l'organisation même de ces différentes écoles-là. Surtout le recrutement même des enseignants. Voilà, est-ce qu'ils sont qualifiés? Et encore une fois de plus, s'ils peuvent même instaurer l'instruction civique. Autant de solutions qui pourront aider, selon M. Dabiré, à mieux organiser notre société. Et chaque année, ces établissements sont créés au Burkina Faso. Naturellement, ils appartiennent à des promoteurs privés. Sur près d'un millier d'établissements privés, plus de la moitié ne respectent pas la réglementation relative. Et cela peut compromettre sérieusement l'avenir des élèves qui sont inscrits dans ce genre d'établissement. Konsoun Koulibaly et Omar Zambri. L'éducation. Voici un secteur devenu un business florissant. Si florissant que certains promoteurs d'établissements privés n'attendent pas d'avoir les moyens et les autorisations nécessaires pour entreprendre. Pourtant, ne devient pas promoteur d'établissements d'enseignement privé qui veut. Au niveau du poste primaire et du secondaire, là, c'est dit clairement que le promoteur doit être du domaine de l'éducation. À défaut, si le promoteur même n'intervient pas dans l'éducation, ceux qui sont chargés d'administrer l'école doivent être du domaine de l'éducation. Pour les conditions d'ouverture, par exemple, au poste primaire ou au secondaire, évidemment, vous avez, la superficie doit être de 5000 mètres carrés à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso et 13 500 mètres carrés dans les autres localités. Donc, on exige les papiers donc, du domaine que le promoteur veut utiliser pour entreprendre donc, la construction de son école. Malgré toutes ces conditions, les établissements ne font que pousser comme de petits champignons sur des immeubles ou encore sur des terrains d'habitation. Il y en aurait qui seraient même en location. Au niveau de Ouagadougou, nous avons fait le recensement en 2015. Nous avons dénombré plus d'une centaine d'écoles non reconnues au niveau de la seule ville de Ouagadougou. Alors, au niveau du poste primaire et du secondaire, là, le phénomène n'est pas très alarmant comme les autres niveaux. Nous avons environ 125 écoles non reconnues. Bien sûr, le chiffre était plus élevé que ça, mais en 2015, il y a eu une opération de fermeture systématique des écoles non reconnues au niveau du poste primaire et du secondaire. Beaucoup de parents d'élèves ne cherchent pas à vérifier la conformité ou non des établissements dans lesquels ils envoient leurs enfants. Conséquence, les élèves en paient le prix fort et par ricochet, les parents d'élèves. Au niveau de la qualité,
la formation est au rabais. Et c'est un danger pour les petites élites que nous sommes chargés de former. Autre conséquence donc, c'est que ces enfants, par exemple au primaire, quand ils ont le certificat d'études, on ne sait pas dans quelles conditions ils ont ce certificat-là, vous les inscrivez en 6e, donc l'efficacité externe même pose problème. Et ils vont en 6e, n'ayant pas eu une éducation solide, il va sans dire qu'ils ne pourront pas tenir pour le cycle du post-primaire, de la 6e en 3e. Ça, c'est des déchets et qui vont constituer un danger pour la société. Pour ne pas mettre en péril l'avenir des enfants, Karim Kaboré appelle les parents d'élèves à la vigilance. Et aux établissements non conformes, il leur demande de vite se mettre à jour sous peine d'une fermeture imminente. Le phénomène des écoles qui ne respectent pas la réglementation burkinabé en la matière. On en parle davantage avec notre invité, M. Tahirou Traoré. Il est le coordonnateur de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, Mme Bienvenue Traoré. sur notre plateau. Merci. Alors, en dehors de ce qui est déjà ressorti dans les reportages, quelle est réellement l'ampleur de ce phénomène-là au Burkina Faso? Je pense que le directeur de l'enseignement de base privée a déjà évoqué le problème. Sinon, c'est un problème assez récurrent. Et je pense que le ministère de l'Éducation nationale a eu à mener un recensement là-dessus. Le nombre d'écoles qui se trouvent dans l'illégalité dépasse la centaine. Et si je me rappelle bien, ça frôle les 200. Et nous, au niveau de la coalition, nous avions mené et réalisé surtout un film sur la situation de l'éducation dans la ville de Ouagadougou, où nous avons montré un peu la face cachée, effectivement, de ce phénomène, où nous sommes tombés sur une école qui était construite à partir de sacs de ciment. Voilà, les murs c'est un sac de ciment, le toit c'est un sac de ciment, et il y avait 300 enfants assis par terre. Alors, et à quel niveau de l'enseignement ce phénomène-là est C'est surtout, comme il a dit, au niveau du primaire. Alors voilà, et un enseignant qui est là-bas avec 300 enfants, sinon ils étaient plus. Alors, quand on lui a posé la question, il dit que le fondateur lui a fait appel, puisque lui, il a reçu une formation à l'école de Matourkou, une formation d'agent d'agriculture. Mais il est là, il n'a rien à faire. Bon, comme il y a beaucoup d'enfants dans les quartiers qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, lui, il a été contacté par ce fondateur-là, qui lui a demandé s'il pouvait venir. Bon, lui, ils se sont entendus. Bon, il lui a dit de venir essayer. Il va le regarder. Et si toutefois il est capable, il va lui confier effectivement cette mission-là. Et c'est ce qu'il a fait. Qu'en 2 jours, 3 jours, le fondateur dit non, qu'il est bon, il est compétent et il peut enseigner. Ce film a été projeté plusieurs fois sur les antennes de la télévision nationale du Burkina. Donc pour interpeller davantage les autorités sur ce phénomène-là. Voilà des enfants qui sont assis dans une classe, des innocents. Et justement, alors, quels sont véritablement les dangers liés à l'existence de ce genre d'école? Les dangers liés à cela, les enfants sont déjà dans une situation insécuritaire. Alors je vous dis que tous les matériaux, c'est un sac de ciment. Alors donc, le toit et tout, mais il y a les intempéries, et surtout que les enfants sont assis, il y a même le sol. C'est-à-dire, du point de vue hygiénique, ça c'est un problème, et même du point de vue du développement physique de l'enfant. Puisque nous disons que pour mieux s'asseoir et écrire, il faut que l'enfant soit dans des positions. Mais là, ils sont carrément couchés à terre, et ça c'est un problème. Et pendant le froid, et le vent, et quand il y a pluie, tout ça, les enfants sont exposés. Donc nous avons interpellé fortement le ministère de l'Éducation nationale, et Dieu merci, quand on projetait ce film, c'était à une grande cérémonie de plaidoyer au Sénasa. Il y avait les ministres en charge de l'éducation que nous avions invités. Il y avait les représentants de l'Assemblée nationale, les partenaires techniques et financiers. Là, c'est pour que les gens viennent voir la réalité effectivement du système éducatif dans la ville de Ouagadougou. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve un peu partout. Nous avons vu dans un quartier où il y avait 3 mini-villages jumelés, alors dont les garages de ces mini-villas servaient de salles de classe pour les enfants. Et ce sont des écoles qui existent, et au vu et au su de tout le monde,
et personne ne dit rien. Justement, ces établissements, comme vous l'avez dit, existent au vu et au su de tout le monde. On a l'impression que l'État ne fait rien face à cette situation. Est-ce que vous avez connaissance quand même de ce que l'État aurait fait donc, pour faire face à ce phénomène-là? C'est ce que je disais. Il y a une enquête d'abord qui a été réalisée. Et la suite logique de cette enquête, effectivement, c'était quand même de pouvoir projeter des constructions d'écoles ou bien de salles de classe dans la ville de Ouagadougou, donc pour permettre à tous ces enfants d'avoir accès à l'éducation. Puisque le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental reconnu par tous, et notre pays s'y est engagé depuis la conférence sur l'éducation pour tous à Dakar en 2000, et il s'est réengagé encore en 2015 à Incheon. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas véritablement à discuter. La responsabilité revient à l'État. Donc il faut tout faire pour que les enfants disposent de salles de classe, disposent d'écoles en nombre suffisant, donc pour que ces enfants puissent avoir la chance de bénéficier d'une éducation de qualité comme tous les autres enfants. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi passer par la répression? Oui, mais la répression, monsieur le directeur a dit tout de suite, ils ont fermé. Mais est-ce qu'après ils sont retournés pour aller voir ce qui se passe? Dans notre problème, c'est ça. Dans notre pays, c'est ça le problème. C'est-à-dire, il y a un problème de suivi. On peut décider de faire quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde applaudit la mesure, mais une semaine, 2 semaines après, si vous repartez, c'est comme si rien n'avait été fait. Alors, ces écoles continuent d'exister. Et comme il a dit, ils arrivent même à nouer des partenariats avec d'autres écoles qui les utilisent pour faire passer leurs enfants aux examens. À l'examen du CP, par exemple, au concours d'entrée en 6e. Ça, c'est connu et je pense que là-dessus aussi, le ministère est interpellé. Et vous, au niveau de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour combattre ce phénomène-là? Alors, donc, nous faisons le plaidoyer. Alors, le plaidoyer, c'est sur la base des preuves. Et quand nous voyons effectivement des choses qui ne vont pas, nous les documentons, nous rencontrons les autorités, nous échangeons avec elles, pour qu'elles comprennent effectivement l'enjeu du problème. Bon, des engagements sont pris, mais malheureusement, quand vous voyez, les choses évoluent presque de façon insignifiante. Alors que vous voyez que le taux de naissance au Burkina, c'est de l'ordre de 500 000 en moyenne par an. Alors donc, ce qui fait qu'il y a une pression démographique qui est là, et qui nécessite effectivement qu'au niveau de l'éducation, on ait les moyens nécessaires pour y faire face. Si cela n'est pas fait, donc nous allons toujours continuer à aller dans des situations comme ça, où les parents aujourd'hui qui ont compris l'enjeu de l'école, ils savent qu'un enfant qui ne part pas à l'école, qui n'a pas la chance d'aller à l'école, a les horizons fermés. Et raison pour laquelle il faut les encourager. Les enfants puissent bénéficier effectivement du droit à l'éducation et qu'eux aussi, ils aient la chance de pouvoir utiliser leur savoir pour pouvoir se développer et développer leur pays. Alors, vous avez évoqué, il est arrivé souvent qu'on ferme ce genre d'établissement. Au cas où cela arrive, que deviennent les enfants qui fréquentent cette école? Voilà, je pense que cette question aurait pu être posée à monsieur le directeur, puisque quand on dit qu'on va fermer, donc en fermant, les enfants vont aller où? Quelle solution le ministère préconise? Ce sont des enfants qui sont déjà inscrits. Alors donc, ils ont le droit quand même de pouvoir aller à l'école. Et logiquement, en fermant l'établissement, on doit en même temps prévoir les situations où on pourrait prendre ces enfants en charge dans des écoles voisines ou bien en créant une structure. On a souvent vu des tentes qu'on a dressées par-ci, par-là, donc pour essayer de récupérer les enfants en attendant d'avoir les infrastructures nécessaires donc pour pouvoir corriger la situation. Alors, au niveau des parents d'élèves, comment peut-on s'assurer qu'un établissement respecte la réglementation avant d'y aller pour inscrire son enfant? Normalement, on devrait avoir la liste des établissements qui sont reconnus et de celles qui ne sont pas reconnus. Alors, donc, si cela n'est pas fait, un parent d'élève... Qui doit le faire? Et c'est le ministère de l'Éducation qui doit le faire. Donc, ils doivent publier normalement avant la rentrée. Ça peut se faire au mois de juillet, pour que les parents d'élèves sachent que voici les écoles à travers lesquelles on peut inscrire son enfant et voici les écoles également où on ne peut pas inscrire son enfant. Mais si ce n'est pas fait, vous voyez, les classes sont surchargées. Donc les parents courent derrière les écoles publiques.
ils arrivent, il n'y a plus de place. Bon, l'enfant est là sous la main, il faut qu'il aille à l'école. Mais quand il se retourne, il voit une école à côté. Bon, pour l'essentiel, c'est de pouvoir caser l'enfant. Alors, dans les reportages, ils ont parlé de la qualité. La qualité de l'enfant. Alors, donc, ce sont des établissements qui n'emploient pas de maîtres qualifiés. Donc, ils vont chercher des gens qu'ils vont mettre dans la classe et pouvoir les exploiter. Et puis, comme la plupart du temps, ce ne sont pas des professionnels d'éducation qui créent ces établissements. Donc, ce qu'ils recherchent, c'est l'argent, c'est le profit. En ce moment, qui est en partie le parent qui pense qu'en inscrivant son enfant, il est allé pour le sauver, alors qu'au contraire, il est en train de contribuer à l'abruti. Parce que le directeur a dit quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, ceux qui sortent du système du primaire et qui vont en 6e, donc ils sont déclarés admis, mais quand ils vont en 6e, la conséquence, près de la moitié est renvoyée avant la classe de 3e. Alors donc, des enfants qui sont enseignés dans ces situations, logiquement, n'ont pas les connaissances de base nécessaires, puisque il y a les disciplines fondamentales, telles que la lecture, telles que l'écriture, telles que le calcul, que l'enfant doit très bien assimiler, donc pour pouvoir favoriser l'apprentissage des autres disciplines. Mais si les enfants à ce niveau ne sont pas bien préparés, ils vont passer le temps et on va les chauffer pour qu'ils apprennent les leçons par cœur. Ils vont aller aux examens, ils vont aller trouver des 20 en leçons qui vont combler les zéros qu'ils ont récoltés dans les disciplines fondamentales. Ouais. Ils seront admis au CP et on va les amener en 6e. Ils ne pourront pas aller loin. D'accord. Merci beaucoup, M. Tahirou Traoré. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Dans l'actualité également, demain, les fidèles musulmans du Burkina Faso vont célébrer la fête de la Tabaski. Vous le savez, le fait marquant de cette fête est le sacrifice du mouton. À la veille de cette fête, une de nos équipes a fait le constat au marché de bétail de Gorom Gorom dans le Sahel burkinabé. Notre équipe s'est également intéressée à la question de savoir si le sacrifice du mouton est une obligation pour tout musulman. Élément de réponse avec Bouré Makane et Seyidouzon. Marché à bétail de Gorom Gorom. En cette veille de la fête de Tabaski, le marché grouille de monde. Marchandage, ça et là, entre acheteurs et vendeurs. Zaki Sawadougou est venu de Ouagadougou pour acheter ses moutons de Tabaski. Il vient d'acquérir deux, l'un à 50 000 francs et l'autre à 40 000 francs CFA. Souvent, la plupart, ici, on gagne de bons moutons à de bons prix. Voilà. Bon, mais cette année, en tout cas, on peut dire que le marché, pour le moment, ça va. Cela n'est pas l'avis des vendeurs et revendeurs de bétail. Ils trouvent le marché terne cette année. Cette année, vraiment, c'est que j'ai vu la situation du marché est trop mou. Il n'y a pas d'argent. Beaucoup se plaignent. Les prix qu'on gagnait cette année, vraiment, les prix sont baissés par rapport au prix de l'an passé. Et cette année encore, il y a un problème qui se pose. Le Bernard n'est pas venu tôt. Les animaux sont maigres. Jusqu'à présent, ils ont le problème de quoi manger. Ici, ce sont les béliers qui coûtent cher, comme ce bélier au marché à bétail de Dori. Son propriétaire le propose à 350 000 francs CFA. Si le souci de chaque fidèle musulman est de sacrifier un mouton le jour de la Tabaski, est-ce une obligation pour tous les fidèles musulmans? Réponse du grand imam de Dori. Dieu ne t'oblige pas à faire ce que tu ne peux pas. Vraiment, si tu t'endettes toi-même, tu dis que tu vas faire ce que tu ne peux pas, ça, Dieu ne t'a pas obligé de faire ça. Selon tes moyens. Dieu te dit de faire selon tes moyens. Non, pas ça. C'est pas obligé. C'est pas une obligation. Mais si tu en as et que tu ne fais pas là, ça, il ne faut même pas aller prier. Selon le grand imam de Dori, l'animal le plus recommandé est le bélier. Il ajoute que d'autres animaux peuvent être sacrifiés à ces rituels, à savoir le chameau, le bœuf. En cette veille de la fête de l'Aïd el-Kébir, le grand imam de Dori invite les musulmans à l'unité. Il demande également aux fidèles musulmans les plus nantis de penser aux nécessiteux. Intéressons-nous à présent à un métier particulier entouré de mythes et de croyances. Il s'agit du métier de trader qui consiste à acheter et à vendre des devises sur le marché financier. Ceux qui font ce métier sont souvent perçus comme des aventuriers des temps modernes. Hippolyte Sombier fait partie de ce. Il est d'ailleurs l'un des rares traders professionnels du Burkina Faso. L'homme nous livre les secrets de son métier dans ce reportage signé Monkoun Dabiri.
Le regard fixé sur l'écran et les doigts au clavier, Hippolyte Baperman-Sombier est à l'affût du moindre mouvement du marché financier international. Depuis son bureau à Ouagadougou, l'homme achète et vend des devises à travers le monde. Le trading, ce jeune Burkinabé en a fait un métier il y a de cela maintenant 3 ans. Je suis sur le marché de l'euro-dollar. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une annonce importante, il y a le taux d'intérêt qui sera annoncé par la Banque centrale européenne. Donc en tant que trader, c'est possible d'analyser pour voir est-ce que la valeur de l'euro va augmenter ou diminuer et d'acheter ou de vendre. Le quotidien de Hippolyte et de ses collaborateurs consiste à suivre en permanence l'évolution du marché financier international et de l'analyser le plus précisément possible pour en saisir les opportunités. Vous voyez un peu que le marché aujourd'hui est en train de bouger. Donc à 11h45, il y a le taux d'intérêt qui a été programmé. Effectivement, le marché est en train de monter. C'est monté un peu, c'est stagné. Le trader il profite de ça pour pouvoir se faire des gains. Chaque jour, quand tu te lèves en tant que trader, tu as un objectif à atteindre. C'est-à-dire à la base, tu as un capital que tu déposes à travers des institutions qu'on appelle brokers, des institutions régulées. Donc à travers ta carte magnétique ou bien tu fais un virement bancaire, tu déposes l'argent et tu trades. Le métier fait rêver. Mais attention, exercer la profession de trader, ça ne s'improvise pas. L'exercice exige une formation pointue et le trader doit s'adapter au rythme des bourses du monde entier. Mais tout n'est pas d'avoir une intelligence financière. Il faut aussi de la rigueur et de la discipline. La discipline, ça veut dire quoi? Supposons aujourd'hui que vous, dans votre compte, vous avez décidé de mettre 1 million de francs CFA. Ok? Ce que nous allons vous suggérer, c'est de gagner peut-être 25 000 francs CFA sur ces 1 million chaque jour. Quand vous gagnez 25 000 qui correspond autour de $50, chaque jour vous sortez. Mais le débutant, lui, c'est difficile pour lui de faire cela. Parce que, imaginez un peu le marché du forex, c'est comme si c'est un océan infini d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui est là. Donc tu as la possibilité d'aller et puis prendre ce que tu veux. Donc quand il rentre par exemple et qu'il atteint ses $50, ses 25 000 francs CFA par jour, c'est difficile pour lui comme ça de fermer son moniteur, son ordinateur et puis laisser encore demain pour trader. Il veut faire de l'over-trading, c'est-à-dire une surdose de trading. Et la surdose de trading pour les débutants, c'est pas bon. Cette opportunité, Hippolyte Sombier et ses camarades ne comptent pas en profiter seuls. À travers la Kama Forex Academy, les traders ont donc décidé de mettre leur expérience au profit des jeunes burkinabés. J'ai juste essayé avec $7 que j'ai mis dans mon compte réel, que j'ai commencé à trader. Le compte que j'ai mis, il ne manque que $7, je suis à $32. Et c'est sûr qu'avec l'appui et l'accompagnement de ces coachs, seront aussi des grands traders comme on le voit en Europe aux États-Unis. Le trading est très peu connu au Burkina. Le domaine pourtant porteur nous confie Hippolyte Sombier. Une opportunité que le trader professionnel invite la jeunesse burkinabé à saisir. Car, insiste-t-il, la richesse est à portée de main. Il suffit d'y croire. Autre point de l'actualité, le gouverneur de la région du centre a fait le tour de quelques champs dans les communes Pabakoui et Saba. Il a dit sa satisfaction car la campagne agricole dans les champs. On fait le constat avec Adama Guiti et Ismaël Diloma Sirima. De ce champ de 36 hectares situé dans la commune de Pabakoui, le propriétaire attend un bénéfice net de 42 millions de francs CFA. Spécialisé dans la production sémencière, il a utilisé pour ce champ plus de 70 tonnes de fumure organique. Les visiteurs du jour ont également pu observer un champ-école dans la commune de Saba. Ils ont pu toucher du doigt les résultats de l'utilisation des techniques modernes pour la culture de sésame, des arachides ainsi que du niébé. Dans la région du centre, nous attendons plus de 82 000 tonnes de céréales, plus de 22 000 tonnes des autres cultures rivières et même pour la production maraîchère, nous attendons plus de 200 000 tonnes. Après Pabakoui et Saba, le gouverneur de la région du centre s'est rendu dans une rizière 5 mètres de couvris. Sur ce site de 30 hectares, 105 tonnes de riz sont attendues à la fin de la saison. Nous répondons satisfaits parce que ce que nous avons vu nous a émerveillés. Et je crois que l'espoir est permis qu'à la fin de cette saison, la région du centre, à l'image des autres régions, vont apporter sa part contributive dans la sécurité alimentaire de notre pays. Une campagne prometteuse selon le gouverneur et les techniciens de l'agriculture. Seulement, il y a des champs qui n'auront presque rien à récolter
cette année. Et le gouverneur de la région du Plateau central s'est livré au même exercice. Le mardi dernier, il a visité quelques exploitations agricoles de sa région. La campagne agricole dans cette région est prometteuse puisque les champs visités présentent une bonne physionomie. Mais les producteurs disent être confrontés à des difficultés. Des précisions avec Mathias Drabo et Bouma Ernest Nebi. Le gouverneur du Plateau central prend le pouls de la campagne agricole dans sa région. Nous sommes ici dans un champ d'arachide et de niébé d'une superficie totale de 5 hectares à Goudrin, un village de la commune de Lumbila. Les plants sont au stade de floraison et de formation de gosses. Le producteur Soromouni attend une production totale de 6 tonnes à la fin des récoltes. Je peux faire beaucoup de bénéfices. Je peux gagner au moins 3 millions. La difficulté majeure ici, c'est la divagation des animaux. Après la province de Lubritinga, le cap a été mis sur le Ganzurgo. C'est avec joie que Kaonaba Sayouba du village de Namassa a accueilli le gouverneur et sa délégation dans son exploitation. Un producteur modèle qui cultive sur une superficie de 11 hectares presque toutes les spéculations. Des plants qui se présentent bien. Le producteur, selon les services techniques de l'agriculture, pourra récolter au total plus de 15 tonnes. Cette année, les récoltes seront bonnes. Je le dis parce que la pluviométrie est très bonne. À Salgo, toujours dans le Ganzurgou, c'est un bas-fond aménagé de riz d'une superficie de 32 hectares qui a été visité par le gouverneur. Exploité par le groupement Nongtaba, le bas-fond force l'admiration. Nous avons bien utilisé les paquets technologiques et nous pensons que nous allons récolter beaucoup de riz. La plaine est bien aménagée, le riz a un très bon stade par rapport aux différents critères que nous apprécions pour un bon groupement. En tout cas, ils ont travaillé à leur meilleur niveau. Après sa visite, le gouverneur a pu noter les difficultés des exploitants du bas-fond au cours des échanges organisés à l'occasion. Des difficultés qui se résument au manque de matériel de travail, à l'enclavement du bas-fond et à la divagation des animaux. Au terme de sa tournée, le gouverneur a apprécié positivement l'évolution de la campagne agricole dans sa région. À la phase des récoltes, nous allons également venir les voir pour les appuyer également. Vous savez qu'il y a tout un processus qui est mis en place au niveau du gouvernement pour l'achat notamment des semences agricoles. Nous allons rentrer dans ce processus-là pour que leur effort soit payé. Si les gens se portent bien, selon la directrice régionale de l'agriculture du Plateau central, les producteurs de la région pourront faire de bonnes récoltes. Un mot de culture dans cette édition de musique, si vous voulez. L'artiste musicien Alpha Blondy sera en concert le 30 septembre à Ouagadougou et le 2 octobre à Bobo-Dioulasso. En prélude à ces deux concerts, la star du reggae ivoirien a accordé une interview exclusive à la RTB, interview dans laquelle il donne sa vision du genre musical dans lequel il évolue depuis plusieurs années. On l'écoute au micro de Evariste Kombari. Alpha Blondy. Et comme je dis, je suis une petite étoile dans ce ciel reggae où Bob Marley est ce soleil. Sans vanité aucune et sans fausse modestie, j'apporte ma petite pierre à cet édifice de prise de conscience des peuples en général et des peuples africains qui en ont besoin en particulier. Je n'ai pas la science infuse, je fais ma part avec tout mon cœur. Nous avons réussi, Alpha Blondy, à inviter les jeunes africains à chanter dans leur langue le reggae, pas que nos langues disparaissent. Et le reggae est devenu pour nous une langue de communication. J'ai entendu du reggae en Mali, j'ai entendu du reggae en Ashti, j'ai entendu du reggae en Zulu, toutes les langues africaines, en Djoula, en Baoulé, en Guéré, en Wobé, en Aoussa, en Ibo, en Yoruba. C'est ça que j'avais rêvé. Donc voilà la mission que Dieu a confiée à Alpha Blondy, de par cette musique, le reggae, qui a aussi, au-delà du mot musique, c'est un langage. C'est le langage des incompris, le langage des laissés pour compte. Le langage de ceux qui sont victimes d'une injustice. C'est le langage pour parler aux politiques sans pour autant les agresser. On peut le dire en musique.
ce qui me concerne, j'essaie de par mes textes, j'enlève le venin de mes textes quand j'écris. Parce que celui que je critiquais, je veux qu'il apprenne. Les critiques ne sont pas forcément des vérités de la palisse. Mais je pense que ce que je dénonce peut permettre à celui qui écoute de se corriger ou de se parfaire. Si vous constatez, je parle rarement de marijuana parce qu'ils ont enfumé le message de Bob Marley. Tu verras 1000 photos de Bob Marley et il y a 900 photos où Bob Marley a un joint. Pourtant, le message que Bob Marley véhicule ne s'arrête pas à la fumette. J'ai trouvé que Babylone était vraiment action pour discréditer le message. Moi, ça va faire 25-26 ans que je ne fume plus d'herbe. On revient chez nous pour les informations sportives de cette édition. Bonsoir Mamadi Ouina. Bonsoir Nathalie. Alors pour commencer, la Fédération burkinabé de tennis a organisé ce week-end son championnat national. Oui, le championnat national de tennis de table qui a regroupé plusieurs catégories. Et c'est en présence, alors que nous allons voir les images, de l'ambassadeur des États-Unis et de 2 membres du gouvernement, et ministre de la Femme, la promotion de la femme et le ministre de l'Habitat, que les compétiteurs venus de Ouagadougou, Koudougou et Bobo se sont disputés ces finales dans les catégories minimes, cadettes, juniors et seniors. C'est d'ailleurs l'ambassadeur Tilinabo Mouchengue et Laure Zongo qui ont donné le coup d'envoi. Et alors que nous voyons ici le match de la catégorie junior, là où l'AL Ouedraogo a battu Noureddin Nakoulma par 7-0. Et au niveau des seniors, c'est Sibri Niampa qui a pris le dessus sur Augustin Yamouero par 7-0 également. Sibri Niampa que nous voyons en image. Et c'est ce qui s'est passé hier au stade du Katou. Et les autres championnats organisés hier et aujourd'hui concernent le judo et le tennis de table. Voilà, le judo qui est d'ailleurs le seul sport burkinabé qui a pu se qualifier sur le terrain pour Rio. Malheureusement, on n'est pas allé très loin. Et il y avait plusieurs combats et ces combats ont permis aux tireurs, c'est-à-dire aux judokas venus de Ouaga, Bobo et des autres contrées du pays, de se jauger sur le dojo de l'ISDH, l'ex-INGF. Et par exemple, en dames, chez les plus de 63 kilos, c'est Agiratou Kabore de Ouagadougou qui a pris le dessus sur Marina Nama de Ouaga également. Il y a aussi un exemple de combat, par exemple, au niveau des hommes, chez les plus de 81 kilos, la victoire de Nestor Palm, qui est de Ouaga, sur Cheikh Omar Dera de Ouaga également. Alors, Mamadi Ouena, il y a une triste nouvelle qui est tombée ce soir. Il s'agit du décès de Ben Idriss Dermé en France pendant un match. Oui, avant d'arriver, excusez-moi, sur Ben Idriss Dermé, il y a aussi le tennis de table dont on n'a pas donné. Oui, c'est une Tabsaba médaillée d'argent à Abidjan, qui est le champion junior du championnat national de tennis de table qui a eu lieu cet après-midi. Et pour revenir à cette nouvelle triste, le joueur burkinabé Ben Idriss Dermé, dont nous voyons les images, qui s'est effondré pendant un match. C'est le tour préliminaire de la Coupe de France qui opposait son équipe, l'association de la jeunesse Biglia, à une équipe de Fouriani, c'est en Corse. Malgré l'intervention des médecins, ce joueur de 34 ans qui a fait le beau jour de l'EFO, de l'USO, et qui a joué quelques matchs avec les étalons, n'a pas pu être réanimé. Voilà, on va dire paix à l'âme du disparu, beaucoup de courage à sa famille. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Tabaski à tous les musulmans.